Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux conquérants des steppes. Durant plus d'un millénaire, les guerriers nomades de Haute-Asie ont rythmé la vie des peuples d'Eurasie et du Moyen-Orient. Les empires conquis par les armées de Attila, Gengis Khan, Kubilai Khan, Tamerlan ou encore Babur apportent la paix et la prospérité à l'ensemble des steppes. Vous voulez en savoir plus sur les conquérants d'Asie centrale? Venez avec moi. Attila est le premier des grands conquérants issus des steppes de Haute-Asie. Au 5e siècle, il constitue un vaste empire qui menace à un moment de renverser l'Occident. De son peuple, on ne sait pas grand-chose. Ce n'est qu'il est originaire de Haute-Asie et peut-être affilié aux Xiongnu qui, durant des siècles, ont mené des raids contre la Chine. Après avoir quitté la région de Lathaï, peut-être poussés par un cataclysme météorologique, les Huns s'installent durant la seconde moitié du IVe siècle en Europe centrale, d'où ils mènent des razzias contre les Alains, les Goths et les Latins, les forçant à payer un tribut en échange de la paix, tout en jetant l'effroi sur les populations occidentales. Sous l'impulsion de leur roi, Rugila, les Huns s'affirment durant les années 430 comme une réelle menace pour l'intégrité de l'Empire romain. Avec ses neveux Bléda et Attila, qui lui succèdent, la menace se fait encore davantage sentir. En 441, les deux frères s'attaquent à l'Empire romain d'Orient, exigeant après leur campagne victorieuse un tribut 3 fois supérieur au précédent. Mais leur entente ne dure pas. Et en 445, Attila élimine Bléda pour s'arroger l'autorité suprême sur les Huns, avant de se lancer dans une nouvelle campagne contre les Romains. Bousculé, l'empereur Théodose se voit contraint de retirer ses troupes au sud du Danube, laissant la voie libre aux armées uniques, désormais libres de pénétrer en Europe occidentale. C'est d'abord en soutien à Aetius qu'Attila dépêche ses troupes en Gaule, où le général romain peine à contenir les Francs, les Burgondes et les différentes guérillas. Puis informé par ses hommes de la situation précaire qui règne sur place, Attila comprend qu'il a une opportunité à saisir. Il prépare alors une campagne d'envergure avec une force considérable, comprenant outre les cavaliers uniques, des auxiliaires germains et alaniques, avec pour objectif de s'emparer de la Gaule. L'armée se met en branle-bas de combat au printemps 451 avec bagages et magasins. Averti du danger, Aetius multiplie les efforts afin de convaincre ses adversaires de s'associer à lui pour refouler le nouvel intrus. Le roi des Visigoths, Théodoric, est au départ réticent, mais Attila est décidé à le déloger de Gaule. Il se rallie donc au général romain qui, à la tête d'une armée hétéroclite mais aguerrie, prend le contrôle des opérations. Après une escarmouche du côté d'Orléans le 14 juin, seule date connue de cette campagne, les deux armées s'affrontent sur les plaines de Mauriacus, les fameux champs cataloniques, qui lègueront leur nom à cette bataille indécise mais non moins décisive, qui a lieu vraisemblablement dans la région actuelle de Troie. Bataille terrible, complexe, furieuse, opiniâtre, comme on n'en avait jamais vu de pareil nulle part. Le relate Jordanès. Arrêté, mais pas vaincu, Attila préfère néanmoins faire retraite. L'année suivante, il ravage le nord de l'Italie. Plutôt que de s'emparer de Rome, il négocie son retrait. Peu de temps après, il meurt subitement le soir de ses noces. Avec sa disparition, l'Empire unique se désintègre. Mais pour l'éternité, il restera le fléau de Dieu. Gengis Khan est considéré à juste titre comme le plus grand conquérant des steppes. Contrairement à Attila, qui hérite de son oncle un royaume et une armée de premier plan, Gengis Khan constitue à partir de rien le plus vaste empire continental de tous les temps. Orphelin de père, rejeté dans la steppe, dans un état de précarité extrême, le jeune Temujin ne semble pas promis à l'avenir éclatant qui sera le sien. Courageux, doué pour la guerre, mais surtout doté d'une intelligence politique et stratégique sans pareille, il parvient à survivre et à grimper un à un les échelons au sein de cette société complexe et implacable des peuples de la steppe.
Mercenaire au service des potentats locaux, il se fait connaître auprès des siens et en 1206 est élu chef suprême des Mongols. Pour en arriver là, il lui aura fallu batailler durant plusieurs décennies contre ses ennemis héréditaires, les redoutables Tatars, mais aussi contre ses alliés d'un temps, à l'instar de son ami d'enfance, Jamouk, qu'il finit par éliminer brutalement lorsque les deux hommes se retrouvent en lutte pour le pouvoir à la tête du clan. Durant les longues années précédant son sacre, Gengis Khan guerroie contre toutes sortes d'adversaires. C'est à partir de cette expérience intime des rapports de force de la région qu'il va élaborer sa grande stratégie. Contrairement aux autres empires nomades l'ayant précédé, qui pour la plupart se sont cassés les dents en attaquant frontalement la Chine, Gengis Khan préfère assurer ses arrières et consolider sa position vis-à-vis des autres peuples de la Thaï, y compris les Turcs ou les Toungous, longtemps supérieurs aux Mongols dans cette région du monde. De fait, la conquête de la Chine se fera progressivement. Elle ne sera accomplie qu'avec son petit-fils Kubilai Khan. Gengis Khan crée un état militaire dans lequel la société tout entière, hommes et femmes, œuvre pour la conquête. Son appareil militaire, semblable aux autres armées des steppes, est unidimensionnel. La quasi-totalité des troupes se compose de cavaliers archers. Les hommes, rompus à la monte et au tir à l'arc, dès leur plus jeune âge, sont de redoutables guerriers. Mais c'est au niveau le plus élevé de l'échelle stratégique que l'armée de Gengis Khan se distingue avec un corps d'officiers supérieurs, de généraux et de stratèges de tout premier plan. Sélectionnés sur le mérite, les stratégies et les campagnes sont élaborées en comité, avec une minutie et une préparation où aucun détail n'est omis, y compris sur le plan logistique. Au final, Gengis Khan est capable de projeter ses troupes sur des milliers de kilomètres. Ses conquêtes sont fulgurantes. Après avoir réduit les peuples de Haute-Asie, il renverse les Chincha, conquiert la Chine du Nord, l'Asie centrale, le Khwarezm et l'Iran, puis pousse ses armées jusqu'en Russie et au Caucase. Il meurt en 1227. Ses fils et petits-fils poursuivront son œuvre. Kubilai Khan est le cinquième et dernier des grands Khans, et le fondateur de la dynastie chinoise des Yuan. Sa magistrale conquête de la Chine fait de lui le plus important des empereurs mongols après Gengis Khan. Après la disparition de Gengis Khan, son fils Ogodai lui a succédé, puis le fils de ce dernier, Guyuk. Mais grâce à l'habileté de l'épouse de Tuli, le plus jeune fils de Gengis Khan, c'est cette branche cadette qui fut issue le successeur de Guyuk, Monk Khan, frère de Kubilai Khan. Le règne de Monk Khan est fructueux, avec d'une part la conquête du Moyen-Orient est confiée à un des frères de Kubilai Khan qui fondera la dynastie Ilkhanide de Perse, et d'autre part celle de la Chine du Nord est confiée à Kubilai Khan. Mais la mort de Monk Khan déclenche une guerre fratricide entre Kubilai Khan et Arik Boga, un des frères de Kubilai Khan, qui voit le premier l'emporter sur le second. C'est un tournant dans l'histoire des descendants de Gengis Khan, alors que Arik Boga avait pour volonté de maintenir le centre névralgique de l'Empire en Mongolie. Kubilai Khan a une autre vision des choses. La Chine du Nord, désormais assujettie, Kubilai Khan s'installe à la tête du pouvoir et transfère la capitale de l'Empire mongol de Karakorum vers Pékin, tout en poursuivant dans le sud du pays la guerre contre les Song, qu'il soumet en 1279. Une fois la Chine réunifiée, l'Empire mongol atteint son extension territoriale maximale. Kubilai Khan lance alors de nombreuses réformes économiques et sociales, dont les effets seront durables. Toutefois, ce moment coïncide aussi avec la fragmentation du grand empire mongol. Ce virage ne plaît pas à tout le monde. L'autorité de Kubilai Khan se voit contestée de l'intérieur, notamment par les anciens partisans de son frère. Alors que Kubilai Khan tente de poursuivre ses conquêtes au-delà de la Chine, les Khanates, légués au fils de Gengis Khan, jusque-là autonomes mais soumis à l'autorité du grand Khan, se détachent progressivement du grand empire mongol.
Les armées mongoles, jusque-là alors saintes de l'aura d'invincibilité, vont connaître avec Kubilai Khan une série d'échecs qui vont entamer leur réputation. Le retrait du gros des troupes mongoles du Proche-Orient à la mort de Monk Khan avait déjà permis aux Mamelouks de reprendre la main lors de la bataille d'Anjalut en 1260. Bientôt, d'autres revers vont suivre. Une première tentative d'invasion du Japon est anéantie par un typhon en 1274. Une seconde, pourtant mieux préparée, subit le même sort en 1281. De la même manière, l'armée mongole est refoulée par les Viets en 1288. L'invasion de Java en 1292-1293, dernière campagne de Kubilai Khan, se solde par un échec. L'Empire mongol aurait-il pu, dans d'autres circonstances, maintenir son intégrité? Rien n'est moins sûr, et le choix de Kubilai Khan de tout miser sur la Chine plutôt que sur la Mongolie pérennise l'assise de cette partie de l'Empire durant plus d'1 siècle, alors que les autres khanates s'émiettent ou s'évaporent complètement durant la période. Après Gengis Khan, Tamerlan est le plus grand conquérant issu des steppes de Haute-Asie. L'empire qui se tailla au tournant du XVe siècle, bien moins étendu que l'empire mongol à son apogée sous Kubilai Khan entre 1260 et 1280, fut malgré tout considérable et son impact sur la géopolitique de l'Eurasie dramatique. Adepte de la stratégie de la terreur, grand pourfendeur des populations civiles, mais amoureux des arts et des lettres, Tamerlan incarne de manière saisissante les contradictions de ce guerrier turco-mongol, dont les armées balayèrent à intervalles réguliers les immenses étendues du continent eurasiatique. Lorsqu'il voit le jour au milieu des années 1330 en Ouzbékistan, les héritiers de Gengis Khan sont en bout de course. La dynastie Yuan, instaurée en Chine par Kubilai Khan, vit ces dernières années, et les autres khanates sont en phase accélérée de décomposition. Les Ikhanides de Perse ont déjà disparu. Les Djadjataïdes peinent à garder un semblant de contrôle en Ouzbékistan, et la horde d'or, implantée aux confins de la Russie, tente de recoller les morceaux éparpillés de l'ancien empire mongol. De fait, son aventure, en tout point extraordinaire, entame le champ de signes des grands empires turco-mongols, dont Attila avait été la première incarnation. Son propre descendant en ligne directe, Babour, frustré de ne pouvoir reprendre la main en Asie centrale, se consolera avec la conquête de l'Inde du Nord, où il installera la dynastie des grands Moghols au début du XVIe siècle. Fondateur de la dynastie des grands Moghols, Babour est le dernier des grands conquérants des steppes. Descendant à la fois de Tamerlan et de Gengis Khan, il hérite de la province de Ferghana et rêve de reconquérir l'empire des Timourides que les Ouzbeks, des Mongols, sont en passe de s'approprier. Victime des querelles internes qui minent l'autorité des Timourides, Babour parvient néanmoins à s'emparer brièvement de Samarcande en 1497 avant d'être contraint de fuir. Suit une période pénible qu'il décrit dans ses mémoires. Durant tout le temps que je passais à Takkan, je subis beaucoup de misère et d'humiliation. Je n'avais ni province, ni espoir de province. L'armée de Babour se révèle incapable de refouler la pénètre à nouveau dans Samarcande dès lors que l'armée perse se voit chassée par les Ouzbeks. Frustré, autant la chance va enfin tourner de l'Afghanistan en 1504, appelé en 1524 à intervenir dans la lutte à la vie contemplative le sultanat sans pour autant abandonner l'espoir de conquérir la protégé Alam Khan, associé au Shah, il revient à Kaboul, fondateur de la dynastie suivante, après la défaite d'Alam Khan temporairement face à Ibrahim Lodi, il revient à la charge. Les Ouzbeks, l'affrontement a lieu, ce succès est cependant de courte durée, où il va décider le sort de l'Inde pour les siècles à venir. Face à une armée bien supérieure en nombre et comptant une armada d'éléphants de combat, Babour fabrique un mur défensif avec ses chariots, jette la panique chez les mastodontes avec ses mousquetaires et terrasse l'adversaire avec les charges de cavaliers archers. Ibrahim Lodi est tué durant le combat et l'armée indienne est décimée.
Babour pénètre dans Delhi, puis Angra, sans succomber pour autant au charme de cette région dont il supporte mal le climat. Cependant, alors que son entourage le presse de revenir au plus vite en Afghanistan, il décide, contre toute attente, de rester. Par la faveur de Dieu, nous avons vaincu un ennemi, nombreux et conquis de vastes pays. Quelle force, quelle nécessité nous amène-t-elle maintenant à abandonner sans raison des États que nous avons conquis en exposant nos vies? Et pourquoi retourner à Kaboul? Pour y vivre dans la pauvreté? Lorsqu'il disparaît 4 ans plus tard, en 1530, Babour laisse un empire mal consolidé à son fils. Malgré tout, celui-ci parvient à maintenir les Moghols au pouvoir. Sous Akbar le Grand, l'empire moghol connaît son apogée. Par son rayonnement culturel et sa pérennité, l'empire fondé par Babour outrepasse ceux de ses illustres ancêtres. Comme on l'a vu, les différents conquérants des steppes sont tour à tour génies de la stratégie avec une ambition démesurée. Ils étendront l'empire sur l'Asie et parfois en dehors. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.